Bonjour, Jonathan vient de vous présenter toute une liste de pressions. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment on va pouvoir analyser une situation prenant en compte un ensemble de pressions. En effet, bon, pour chacune des pressions, on peut établir des proxys, des indices, le nombre d'individus pris par filet en fonction du nombre de bateaux de pêche, ce genre de choses. Mais après, comment on va comparer ce qui se passe, par exemple, sur des prises accessoires versus un braconnage des œufs sur la plage versus l'impact du plastique dans le milieu marin. Et donc, c'est dans cette optique que j'ai développé le projet VTurtle pour Virtual Turtles. Et donc, je vais vous expliquer à la fois pourquoi il y avait ce besoin, comment on y répond et un exemple d'utilisation. Alors, pourquoi a-t-on besoin de VTurtles? Globalement, les tortues marines, ça fait partie des espèces qu'on connaît les mieux. Chaque année, on a environ 500 publications. Il y a à peu près 500 chercheurs à temps plein qui travaillent sur les tortues marines. Tous les aspects de la biologie de ces 7 espèces sont étudiés, mais à contrario, on a du mal à avoir des informations claires sur la dynamique des populations et surtout la relation entre pression et dynamique des populations. Alors, on a besoin d'une métrique commune. On a besoin d'une métrique qui nous décrive la tendance de la population avec toutes ces pressions. Et si on en retire une, si on en ajoute une, qu'est-ce que ça donne? Finalement, alors la dynamique des populations, c'est quoi? C'est le nombre d'individus de différents stades et la tendance du nombre d'individus mesuré par le taux de croissement instantané qu'on appelle couramment R. Donc, une petite excursion dans un cours de L2 que j'ai fait à l'université Paris-Saclay pour décrire justement cette valeur de R. C'est TB moins TD, taux de naissance moins taux de décès. C'est ce qu'on appelle le taux intrinsèque d'accroissement, ce qu'on appelle aussi le paramètre malthuséen de Malthus, qui est démographe anglais qui a fondé la discipline de la démographie en 1798. Alors, l'équation utilisée pour décrire la tendance du nombre d'individus, c'est une équation différentielle, dn sur dt égale Rn. Si R est supérieur à 0, la population est en croissance. Si R est égal à 0, la population est stable. Et si R est inférieur à 0, la population est en décroissance. Notez que dans cette formulation du modèle, on n'a pas de capacité de charge qui a été introduite bien plus tard d'un point de vue historique par Verhulst en 1838. Et ici, en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement ce qui se passe réellement, c'est la potentialité pour l'espèce d'augmenter ou au contraire de diminuer le nombre d'individus. Et donc, finalement, on va se mettre dans le cas d'un modèle à non limitant pour tout ce qui est capacité de charge, donc capacité de l'environnement. Alors, une fois qu'on a défini cette métrique commune, le nombre d'individus de chaque stade est dépendant de façon extrêmement complexe de la taille de la population initiale, de la pression à chaque stade, et si on ne peut pas directement, à partir d'une pression, dire voilà, ça va changer R de temps. D'autant plus quand ces pressions vont intervenir, il peut y en avoir plusieurs qui interviennent en même temps, voire même des synergies qu'il y a entre pressions. Donc, ce taux d'accroissement, qui est une sorte de résultat qui agrège toutes les conséquences des paramètres d'histoire de vie, c'est notre métrique qui va définir la dynamique des populations. Alors, prenons un exemple un peu plus concret. On a une valeur de R qui détermine la tendance de notre population au temps 0 dans une situation de base. Et sur cette population, on imagine des mesures de gestion qu'on va appeler G et H. Et donc, on va mesurer la dynamique de la population sous l'effet de la gestion G et sous l'effet de la gestion H. Ça nous donne RG et RH, taux d'accroissement sous l'effet de la gestion G, taux d'accroissement sous l'effet de la gestion H.
On peut mesurer l'impact de ces gestions, que j'ai appelé ici K, comme étant Rg moins R0 sur R0, sur la valeur absolue de R0. L'idée, c'est de standardiser par rapport à un R0 standard, et KH, RH moins R0 sur la valeur absolue de R0. Si c'est positif, la gestion est favorable. Si c'est négatif, c'est défavorable. On peut tester si KG est supérieur à KH, alors la gestion G est plus favorable que la gestion H. On peut aussi intégrer des coûts. Le gain de R par euro dépensé, c'est en utilisant la statistique K sur C, et on peut comparer G sur C, G, et KH sur CH pour savoir quelle est la mesure de gestion qui donne un résultat le plus favorable par euro dépensé, par exemple. Alors, dynamique des populations de tortues marines, qu'est-ce qu'on a comme modèle pour imaginer la dynamique des populations de tortues marines? On a d'abord l'outil classique qui sont les modèles matriciels, particulièrement développés par Selina Apple. Et ces modèles, soit en âge, ce sont les matrices de Leslie, soit en stade, ce sont les matrices de Lefkovitch, sont des outils qui permettent de prédire le devenir des populations, mais sont extrêmement contraints par rapport à la difficulté de leur formulation. Ici, vous avez un des modèles les plus complexes qui a été formulé pour les tortues marines par Casale et Apple en 2016. Vous voyez qu'on a 7 qui interviennent, mais finalement, c'est très simplifié par rapport à une vraie dynamique des populations. Pour aller vers une vraie dynamique des populations, on est obligé de passer par un modèle qu'on appelle individu centré, où chaque individu dans le modèle est représenté. Le premier modèle individu centré qui a été présenté l'a été par Antonio Mazaris en 2005. Et en fait, ce modèle, c'est pas un vrai modèle individu centré. C'est un modèle matriciel dont les matrices sont réunies par des relations. Ça a un avantage, mais c'est pas suffisant par rapport au fait qu'on veut essayer d'aller au plus près du fonctionnement d'une population. Alors, l'alternative, c'est de modéliser la dynamique des populations au niveau le plus fin possible, au niveau vraiment de suivre un génète. Alors un génète, c'est un œuf, puis un individu, c'est une entité génétique. Et on peut reproduire avec ce genre de modèle toutes les subtilités du cycle de vie de la population modélisée. L'échelle de temps, c'est l'année, sauf pour la saison de nidification pour les femelles. Dans ce cas-là, c'est le jour, et pour l'incubation, c'est la minute. La base du modèle consiste à modéliser les cycles biologiques comme des normes de réaction. Qu'est-ce que c'est une norme de réaction? En écologie, en génétique, une norme de réaction, c'est un modèle d'expression phénotypique d'un génotype dans une gamme d'environnements. On va prendre un cas simple. Vous avez un individu que vous faites croître. S'il croît dans des conditions alimentaires et ou thermiques défavorables, il grandira très doucement. Au contraire, s'il grandit dans des conditions thermiques ou alimentaires meilleures, il grandira plus vite. Donc là, on dit que la croissance, c'est modélisé comme une norme de réaction, dépendant à la fois de sa taille, de la température et de la qualité de l'habitat. Donc les environnements, ça peut être n'importe quel facteur lié à l'individu. Ça peut être la qualité de l'habitat, la température du nid, la taille de la femelle, le rang de la ponte, et on peut en avoir des quantités énormes. Qu'est-ce qu'on fait précisément par rapport à ce modèle sur les tortues marines? Mais en fait, là, il est présenté sous forme de 4 stades. En réalité, le modèle est continu. C'est un modèle qui fonctionne par rapport au temps. L'individu grandit par rapport au temps. Donc, c'est un modèle en temps continu et en taille continue. Au niveau œuf,
ce qui va déterminer les paramètres importants de l'histoire de vie qui vont déterminer le devenir de cette dynamique des populations, c'est le nombre d'œufs, le succès d'éclosion, la détermination du sexe. Le nombre d'œufs dépend à la fois de la taille de la femelle et du rang de la ponte, le succès d'éclosion de la température du sable et la détermination du sexe, aussi de la température du sable. Quand le bébé sort du sol, devient juvénile, qui rentre dans la mer, et là, ce qui va être important, c'est sa survie, qui va dépendre de sa taille, hein. Les bébés tortues ont une prédation plus importante que des individus de 20-30 centimètres. La maturité sexuelle, qui va dépendre de la taille, et non pas, comme souvent on le dit, de l'âge. Toutes les personnes qui vous demandent quel est l'âge de maturité des tortues, vous dites on ne sait pas, ça n'a aucun sens cette question. Une tortue qui naîtra et qui se développera dans des bonnes conditions pourra être mature en 6 ans. Une tortue qui se développe dans des conditions plus mauvaises pourra être mature en 50-60 ans. Donc la notion de âge à maturité, ça n'a aucun sens. Il faut travailler sur la notion de comment une taille peut être convertie en maturité sexuelle à partir d'un modèle de norme de réaction. La croissance sera dépendante de l'habitat, qualité de l'habitat et de la taille de l'animal. Selon sa taille, ses modalités de croissance sont différentes. Il est important de noter ici que la croissance des tortues marines est une croissance indéterminée, c'est-à-dire qu'en fait, les individus continuent de croître tout au cours de leur vie. Même un individu qui vient pondre sur les plages, vous le retrouvez 2 ans après, il sera plus grand. Parfois, il sera pas beaucoup plus grand que l'erreur de mesure, mais il sera plus grand. Donc, on a une croissance indéterminée, c'est important par rapport au fait que de la taille dépend plein d'autres paramètres. Un autre point important, c'est cette notion de maturité sexuelle où il y a des gens qui vont vous présenter des courbes de croissance, donc âge, taille, et vont vous dire la maturité sexuelle se passe à 75% de l'asymptote, par exemple, c'est-à-dire du plateau. Première chose, il n'y a pas de plateau, on vient de le voir, c'est une croissance indéterminée. Deuxième chose, le 75% n'est basé sur absolument rien. Il n'y a pas de méthode permettant de convertir une courbe de croissance en âge de maturité sexuelle. Une fois que l'individu est mature, on rentre dans la période de reproduction. Le mâle va avoir une survie, une croissance, un intervalle de remigration. La femelle, pareil, plus fréquence de ponte et nombre d'œufs par ponte, et le cycle est bouclé, et on fait comme ça de génération en génération. Alors au stade œuf, quelques normes de réaction qui vont nous intéresser. Une que j'aime beaucoup, c'est la norme de réaction de la détermination du sexe sensible à la température, basse température des mâles, haute température des femelles, et toute une gamme de transitions qui décrit l'intervalle de température de transition. Il ne faut pas oublier le succès d'éclosion en fonction de la température. Ça, c'est vraiment un point très important. De plus en plus, je pense qu'en fait, on a complètement sous-estimé cet aspect de succès d'éclosion en fonction de la température. On s'est focalisé sur le sex ratio parce que c'était joli d'un point de vue biologique, mais d'un point de vue réellement dynamique des populations, finalement, le succès d'éclosion est probablement un facteur plus important. Au stade juvénile adulte, on va voir la croissance, ici une modalité de croissance biphasique, la survie, où les jeunes ont une survie plus faible et plus ils grandissent, plus leur survie devient importante jusqu'à une valeur qui dépend des espèces entre 0,85 à 0,95% de fréquence de survie à l'échelle humaine. La maturité sexuelle est elle-même une norme de réaction, c'est ce qu'on a vu, une norme de réaction qui va décrire la probabilité d'être mature sexuellement connaissant la taille. Donc c'est modélisé par ce genre de fonction qu'on a décrit dans un papier de 2021. Pour les mâles et les femelles,
l'intervalle de remigration est une composante très importante. C'est cet intervalle de remigration qui va déterminer si les individus reviennent après 1 an, après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. Ici, on utilise un modèle basé sur la physiologie des animaux. C'est-à-dire qu'en fait, les tortues marines, c'est ce qu'on appelle des reproducteurs sur capital. Ils emmagasinent de l'énergie pendant toute une saison et si leur énergie est suffisante, si ça dépasse un certain seuil, à ce moment-là, l'individu rentre dans une saison de reproduction. C'est ce qui est représenté ici. En rouge, vous avez la qualité de l'habitat après 1 an, en bleu après 2 ans, en vert après 3 ans, en violet après 4 ans. Si l'animal, après 1 an, a réussi à accumuler suffisamment d'énergie, s'il était sur un habitat qui était plutôt à droite de cette courbe, ben, à ce moment-là, il peut rentrer dans un cycle de reproduction. Sinon, il attend une année. Il est dans une courbe de type verte. S'il est obligé d'attendre 2 ans, il est dans une courbe 3 ans, dans une courbe de type verte et ainsi de suite. Ce qui nous donne, finalement, ce qu'on visualise, c'est cet intervalle de remigration sur la plage, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus. L'intérêt de ce modèle, tel qu'il est présenté précédemment, c'est que, en fait, on peut avoir des individus qui ne reviennent jamais pondre. Si c'est des individus qui sont toujours dans des conditions mauvaise en termes d'habitat, finalement, c'est un individu qui ne reviendra pas à pondre et on a des données qui montrent qu'effectivement, un certain nombre d'individus ne reviennent pas, au moins après 20 ans, pour pondre. Les femelles, un paramètre important, ça va être le nombre de pontes dans la saison. Là encore, c'est déterminé par la qualité de l'habitat dans lequel elles ont été et leur capacité à récupérer suffisamment d'énergie lors de ces saisons de nourrissage. Le nombre d'œufs par ponte, voilà, c'est pour vous décrire jusqu'à quelle finesse on peut aller. Ben, ça dépend à la fois de la taille des femelles, mais pour une même taille, ça dépend du rang de la ponte. Les pontes de premier plan, de premier ordre, les premières dans la saison ont souvent plus d'œufs que les suivantes et les dernières ont souvent moins d'œufs. Alors, ces normes de réaction, c'est ce qu'on a vu, ben, on voit que les environnements qui les déterminent sont variables. Vous avez par exemple ici à droite les liens, en rouge, vous avez la température du sable, qui va jouer à la fois sur le succès d'éclosion et la détermination du sexe. Mais vous avez les points verts qui vont déterminer la qualité de l'habitat, qui va déterminer à la fois la croissance, l'intervalle de remigration et la fréquence des pontes. Vous avez les points bleus qui correspondent à la taille de l'animal, qui vont déterminer toute une série de paramètres. Donc, vous voyez que ce modèle est très complet, c'est beaucoup plus complet que tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Ça reste un modèle, ça reste une simplification, mais on peut essayer de voir ce que ça donne. Et ce que ça donne, c'est ici un cas d'étude, l'Epilochelis olivacea au Guatemala, travail fait en partie par Alexandra Morales, qui était étudiante en thèse au laboratoire. Au Guatemala, il est autorisé de prélever tous les nids de tortues marines, à condition que le préleveur en donne 20% des œufs aux éclosées nationales, qui mettent ces œufs en écloserie dans une écloserie avec un toit. C'est une des recommandations au niveau national. Il faut faire des écloses avec un toit. Ils n'ont pas forcément regardé que sur la plage, il n'y avait pas de toit. Mais bon, là, ils doivent mettre un toit. Et la question, c'est est-ce que cette stratégie de conservation est viable? Alors, premier niveau de réponse, la tendance de la nidification est stable depuis les 20 dernières années. Donc, on a une stabilité des pontes, c'est ce qu'on a publié ici en 2023. Mais après, on peut imaginer d'autres types de gestion. Alors, la première gestion qu'on teste, c'est la gestion telle qu'elle est faite à l'heure actuelle.
survie annuelle de 0,93, une température du sable de l'ordre de 30 degrés Celsius qui correspond à une zone à l'ombre, et 20% des œufs sont incubés dans des écloseries, le reste est prélevé pour consommation. On retrouve bien une population stable, ce qui correspond bien à ce qu'on attendait par rapport aux données d'observation. Ensuite, donc de ce modèle, finalement, on peut regarder si on a des paramètres qui sont logiques par rapport à ce qu'on attend. Ici, c'est la phénologie. Dans le modèle, il y a le début des pontes, il y a le nombre de pontes par femelle, il y a l'intervalle interponte. Finalement, est-ce qu'on arrive à retrouver une saisonnalité qui est conforme à ce qu'on attend? Oui, ça marche. On arrive à bien retrouver la saisonnalité. Ici, vous avez la saisonnalité de la ponte simulée, qui ressemble tout à fait à la saisonnalité des pontes réelles qu'on a pu dire en 2023. Une autre composante des populations naturelles qu'on va pouvoir tester, savoir est-ce que le modèle les reproduit bien, c'est la distribution de taille des femelles sur les plages, quelque chose qui est très bien connu. Et on se rend compte à droite qu'on arrive effectivement à relativement bien reproduire la distribution de taille des femelles sur la plage. À gauche, on a une information supplémentaire, c'est la distribution de taille de tous les individus sur la plage. Et on se rend compte qu'en fait, on a une bimodalité. On a les individus qui sont de petite taille, qui sont très nombreux, ce qui nous donne le pic de gauche, et les individus de grande taille qui sont beaucoup moins nombreux, mais comme ils ont ce phénomène de quasi-arrêt de la croissance, ça nous donne ce deuxième pic à droite. Alors maintenant, on va tester différentes situations. Avec gestion telle qu'elle est faite actuellement, sans gestion, qu'est-ce qui se passerait si on avait laissé les tortues, finalement, faire ce qu'elles devaient faire par rapport au nombre de nids? La survie annuelle est de 0,93. Si on laisse les œufs sur les plages, en fait, la température est plus élevée. La température constante de l'environnement est de l'ordre de 34 degrés Celsius, mais 100% des œufs sont laissés en incubation. Pourquoi c'est important? 34 degrés Celsius, ça commence à être très chaud, même pour une tortue olivâtre. Et donc, on a de la mortalité. Mais on met plus d'œufs, 100%, mais avec une mortalité. Est-ce que finalement, la situation avec gestion telle qu'elle est faite actuellement, où on prélève 80% des nids, est-ce que finalement, mais les autres sont incubés à des températures plus basses, est-ce que finalement, ce serait pas mal? C'est ce qu'on a testé. À droite, avec gestion, c'est la situation actuelle. Là, vous avez le nombre d'individus dans la population. Sans gestion, c'est qu'est-ce qui se serait passé si on ne prélève pas. Autre test. Si jamais les écloseries manipulent pas très bien, qu'il y a de la mortalité dans les écloseries, ça donne quoi? Là, c'est ce que vous voyez. Ça donne un déclin alors que la population était stable. Ça donne un déclin. Donc, ce qui se passe au très jeune stade a un impact sur la dynamique de la population.
Donc, en fait, en conclusion, le modèle reproduit bien les observations de terrain pour la phénologie, la distribution de la taille des femelles nidifiants, la fréquence des pontes, l'intervalle de migration, la croissance des embryons. Il confirme l'observation générale selon laquelle la survie des adultes est la principale force motrice de la dynamique de population, mais les composantes relatives aux subadultes et juvéniles sont très très loin d'être négligeables. Donc, en fait, tous les gens qui vous disent les tortues marines, c'est des espèces longévives, qui vivent très vieilles, donc ce qui est important, c'est la survie adulte. Ben non, c'est une mauvaise lecture des choses. Parce qu'en fait, ça, c'est une stratégie de type cétacé, de type humain. La femelle fait très peu de descendants, on s'en occupe, ils ont un taux de survie important. L'orque, est-ce que euh, la tortue marine, elle, elle a une très grande longévité, mais elle pond énormément de d'œufs. Donc en fait, elle a une stratégie K, forte longévité pour l'adulte, mais une reproduction qui ressemble plus à un rongeur, ressemble plus à une stratégie R. Et en fait, ça nous donne une situation où à la fois ce qui se passe au jeune stade et ce qui se passe au stade très âgé est important. On ne peut pas dire, comme on le disait autrefois, que c'est la partie adulte qui est la plus importante. Alors ce modèle, il tourne, hein, il met plusieurs heures à produire des résultats, mais donc il est disponible pour tester des impacts de différentes pressions sur les dynamiques de population de tortues. Merci beaucoup.